On se sent quand même pas mal démuni quand il se met à pleurer, toutes les heures. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. C'est pas parce que ça va mieux que ça valide la PLV. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation avec une vraie famille et une vraie problématique. Et dès lors qu'on remet en place tout ce qu'il faut pour bébé au niveau de l'alimentation, en quelques jours, on a un bébé Oui, qui repart, complètement apaisé en fait. ouais. Victor a 4 mois. Il parvient à s'endormir seul de temps en temps, mais parfois, il pleure beaucoup avant de réussir à s'endormir pour le coucher. Et lors de ses nombreux réveils nocturnes, Un allaitement qui va bien, c'est un allaitement qui ne fait pas mal. S'il y a des crevasses, s'il y a quoi que ce soit, c'est qu'il y a un souci de succion. Léa cherche à l'accompagner vers un sommeil plus serein tout en douceur. Un bébé qui a faim, c'est un bébé qui reste en tension énorme et qui peut se bloquer d'ailleurs. Dans cet épisode, j'aide Léa à comprendre ce qui se joue autour du sommeil de Victor et nous trouvons ensemble des solutions adaptées à leur famille. Mais par contre, un bébé et un enfant, ça peut très facilement partir dans des systèmes presque d'anorexie. Si vous aussi, vous vivez des couchers et nuits difficiles avec votre bébé, alors cet épisode est pour vous. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue ici. Vous êtes la maman du petit Victor qui Oui. a 4 mois. Vous avez un grand aussi. Tom, ouais, qui a 2 ans bientôt, la un semaine prochaine. grand Ouais. petit. Un grand petit. bébé. Ouais. On se voit aujourd'hui pour parler du sommeil de Victor. Vous m'avez dit hors caméra que ça fait 2 ans que vous suivez Fait Dodo, que Exactement. ça a été une aide pour Une Tom. aide très précieuse pour, notre aîné Tom, ouais, donc grâce au module, grâce, à Instagram, tout ce que vous partagez. Donc voilà, ça semblait naturel, Super. enfin, Vous je suis avez ravie vu de vous rencontrer, les en tout cas. programmes vidéo, c'est ça Oui. qui a été très aidant. Est-ce que vous avez les livres aussi ou pas du J'ai tout? le livre bleu. Le livre bleu. Ouais. Ok. Que j'ai du coup relu pour Victor et qui nous aide en ce moment en période de test sur le Ok. sommeil autonome. Ok, super. On va faire une consultation qui va durer environ 1 heure ensemble, une première consultation. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir, hein, c'est Ouais. toujours le cas sur un temps comme celui-ci. On va continuer derrière à se parler, à faire le suivi, éventuellement à refaire une consultation. Cette consultation-là, elle vous est offerte parce qu'on a un partenaire, on a beaucoup de chance, et pas des moindres qui plus est, parce que c'est notre partenaire Owlet avec la chaussette connectée qui permet de détecter, grâce à sa chaussette qu'on met au pied du bébé, vous connaissez parce que vous en avez une, vous m'avez dit Mais aussi. j'ai pas la dernière. Pour Victor, vous avez... Et donc ça, c'est en effet le dernier modèle qui s'appelle, le tout dernier modèle, le Dream Duo, avec la chaussette Dream Sock et la caméra Dream Sight. Et ce qui est très intéressant, moi, c'est quelque chose que je recommande et depuis des années. Dès le début où ils sont entrés en France, ils ont toutes les certifications médicales. C'est un produit qui existe aux États-Unis depuis pas mal de temps. En France, ça doit faire seulement 3 ans. Et moi, j'en parle beaucoup parce que ça permet vraiment, à la différence des plaques de respiration et ce genre de choses, ça permet vraiment immédiatement d'avoir le taux d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque de bébé. Et donc, toutes les problématiques d'étouffement petit à petit qu'on va avoir majoritairement avec les enfants et toutes les problématiques de mort subite, mort inattendue du nourrisson, cette chaussette, elle permet vraiment de pouvoir avoir une veille sur l'état de santé de bébé qui est extraordinaire en fait, hein, et Oui, d'avoir ça marche très bien. un vrai apaisement pour les parents, notamment pour les petits bébés qui dorment sur le ventre. Exactement. Et C'est pour ça qu'on l'a prise, nous. oui, bah oui. Et c'est une réassurance vraiment beaucoup plus importante et supplémentaire. Et donc là, Owlet a sorti donc la chaussette. La chaussette, elle s'adapte en fonction de l'enfant qui grandit. Donc c'est dans le package,
plus l'enfant grandit, et je crois que ça va jusqu'à assez grand en fait. Et ça va permettre aussi sur l'application de pouvoir voir comment l'enfant, quelles sont les phases de sommeil de l'enfant, paradoxal, profond, sommeil léger, les réveils, etc. Ça. C'est hyper intéressant pour faire le suivi du sommeil des enfants, même pour nous en travail avec les familles, pour détecter des problématiques d'apnée du sommeil aussi, même avec des plus grands. Cette chaussette, elle est extraordinaire. Et là, ils ont mis en place le fait qu'elle soit connectée avec une caméra. Et la nouvelle caméra va détecter, du coup, de ce que je lis, les cris et les pleurs des enfants. Et elle va faire le suivi de la température et de l'humidité de la pièce. Pour moi, c'est pour les parents qui peuvent se le permettre, parce que ça a un certain coût. C'est vraiment un indispensable pour tous les bébés, même s'ils dorment sur le dos. C'est un élément de réassurance extraordinaire et de veille sur bébé et qui vient éviter au maximum les drames. Et c'est encore relativement présent, même si on a eu une baisse importante à ce niveau. En France, ça reste relativement présent. Et ça permet vraiment un suivi précis de la respiration et des signes vitaux des bébés. Voilà, du coup, on la voit en caméra. Peut-être, je montrerai tout à l'heure, à la fin de la consultation, un petit peu plus. Donc, c'est Aoulette qui sponsorise et finance cette consultation. On leur dit merci. Et c'est grâce à ça qu'on peut se voir. Vous venez de Lyon, Exactement. spécialement. Victor est resté à la maison parce que pour lui, ce grand trajet, c'était compliqué. Et c'est complètement... et c'est complètement OK. Ce que je vous propose, on va démarrer par les éléments clés, à savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y a pas mal d'éléments. Mais donc, Victor a 4 mois. Il est né à terme ? Il est né 2 semaines plus tôt. OK. Le 18 mai, il devait naître le 2 juin. OK. Donc, comme je le disais, en fait, on avait, avec son grand frère, mis en place le sommeil autonome grâce à vos conseils, à vos programmes, aux livres et tout ce que vous partagez. Donc, ça nous a semblé assez naturel de tenter de le mettre en place pour Victor également quand il est arrivé à ses 2 mois et demi. On se sentait prêt, on l'avait vécu avec Tom. Donc, on s'est dit, on va le faire, ça va bien se passer. Donc, on a commencé à le faire et ça a plutôt bien pris les premiers jours. Et en fait, au bout de, je sais pas, une dizaine de jours, ça s'est complètement détruit. Dans le sens, c'est devenu très chaotique les nuits. Beaucoup de pleurs au moment de l'endormissement, endormissement très long. On pouvait mettre jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie enfin 1 heure et demie, peut-être même 2 heures dans la chambre, à le prendre, à le poser, à le prendre, à le poser. Je pense qu'à ce moment-là aussi, on a mis en place un peu une stratégie de bercement sans trop vouloir le faire, mais parce que c'est ça qui finissait par l'endormir. Donc, on est un peu revenu en arrière malgré nous. Mais bon, voilà, pour s'en sortir. Et surtout, ce que je disais après, ce qui était très, très dur, c'est qu'en fait, il avait de nombreux réveils nocturnes. Ça pouvait aller à des réveils toutes les heures. Vraiment, on l'a encore vécu il y a 2 nuits. Donc, voilà, très compliqué. De la fatigue qui s'accumule. Moi, ça me stresse un peu aussi parce que je sens qu'il n'a pas son quota de sommeil et que je ne comprends pas pourquoi il pleure la nuit autant, pourquoi il se réveille autant. Ce qui marche au final, en général, c'est la mise au sein pour le calmer. Donc, des fois, il fait des vrais tétés. Des fois, il va juste avoir une sorte de tété doudou pour se calmer. Mais voilà, donc beaucoup de réveils, gros pleurs. Ce qu'on a fait donc au moment de ces 4 mois, donc c'était le 18 septembre, donc il y a une semaine, on a décidé de le passer dans sa chambre parce qu'il était en côte de dos à côté de moi jusqu'à présent, avec Olette, il dort sur le ventre. On s'est dit on va le passer dans sa chambre, peut-être que il me sentira moins, parce qu'il est allaité aussi, je l'ai pas précisé. Peut-être qu'on fait des bruits, enfin voilà. Puis 4 mois, on se dit il commence à être quand même assez tonique. On s'est mis dans la chambre à côté, nous. On s'est dit une nouvelle chambre, on reprend les bonnes habitudes. Donc j'ai relu le livre, on a remis bien en place le rituel et on a retenté donc vraiment la mise en place du sommeil autonome en stoppant les bercements continus. Donc vraiment en lui parlant plus, ce qu'on faisait peut-être pas trop, et en le posant bien éveillé et en faisant plusieurs allers-retours jusqu'à ce qu'il s'endorme tout seul.
pareil, ça a commencé à marcher pendant 3-4 nuits. Et à nouveau, là, depuis... alors, la nuit dernière, du coup, ça s'est bien passé. Mais sinon, ça s'était à nouveau reparti un peu en cacahuète depuis 2-3 nuits. Ok. Et donc, vraiment, on se sent quand même pas mal démuni quand il se met à pleurer toutes les heures. On n'arrive pas trop à comprendre ce qu'on fait Ouais. pas ou ce qu'on loupe. Et puis voilà, on aimerait plus de sérénité pour lui aussi, parce que quand il pleure toute la nuit, Ouais. c'est pas top pour lui, quoi. Et puis, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a forcément un petit caillou qu'on n'a pas trouvé, là. Exactement. Ok. Quelles étaient ses stratégies de sommeil à Victor avant ces 2 mois et demi? Alors, ouais, j'en ai pas parlé, mais pareil, donc les débuts, il dormait beaucoup sur moi, Victor. Ok. Même les 2 premiers mois, il dormait que sur moi. Alors, c'est un bébé qu'on pouvait pas poser sur le dos, donc on en avait parlé en off, mais c'est vrai que je l'ai pas précisé. On va l'aborder. Ouais, voilà, on suspectait du reflux, alors plutôt interne pour lui. Son frère avait eu du reflux externe qui avait été détecté avec régime APLV qui avait bien aidé, plus une séance d'ostéopathie avec un ostéopathe à Lyon que vous recommandez, Ouais. qu'on avait identifié dans vos programmes. Alexandre Ours. Exactement. Donc ça avait vraiment aidé le combo des deux. Et donc là, pareil, on s'était dit, on est pareil avec Victor, s'il y a du reflux, on sait quoi faire, etc. Donc il a eu, je pense, du reflux interne, parce qu'on entendait vraiment, il déglutissait. Il crachait pas, mais il faisait un bruit de déglutition. Donc apparemment, c'est significatif du reflux interne. Ça peut l'être, mais Voilà. ça peut être autre chose aussi. Voilà, on est parti sur du reflux en tout Ouais, cas. Et on avait fait, donc j'ai fait le régime d'éviction. Au bout d'1 mois, ça allait mieux, mais voilà, est-ce que c'est juste son système digestif qui s'est mis en place ou est-ce que c'est vraiment l'éviction? On ne sait pas trop, on tâtonne toujours avec le reflux. Et on a vu 2 fois donc, un ostéopathe. Une fois très tôt avant de tester l'éviction, ça n'a pas vraiment aidé. Et une fois après l'éviction, pour essayer de traiter plutôt le fait qu'il se mis pas mal en banane et plutôt les tensions corporelles. Ouais. C'était Alexandre Ours aussi? C'était une de ses collaboratrices. Ok. Donc la première fois Alexandre et la deuxième fois une collaboratrice du même réseau. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors Alexandre parlait, justement, il s'est dit ça peut être des tensions liées à l'accouchement ou des tensions liées au reflux. Donc il a essayé de traiter les tensions et il nous a dit si ça ne marchait pas d'essayer l'éviction. Et sa collaboratrice, donc on a vu après l'éviction, elle a du coup traité les tensions et elle a un peu travaillé aussi sa mâchoire parce qu'il a un peu le menton en arrière. Donc voilà, on se retrouve un peu dans un plat de spaghettis avec peut-être des problèmes de succion, peut-être des problèmes de reflux, peut-être... voilà, on tâtonne vraiment. C'est ça aussi qui complexifie la chose. Ouais. Donc ouais, pendant 2 mois, il a dormi quasiment que sur moi. Et après, on a réussi à le poser, mais donc sur le ventre. Et on a eu une phase entre 2 Et il s'endormait mois. au sein ou simplement sur vous, mais pas au sein? Pas forcément au sein, ouais. Ok. Il n'y a pas trop eu de stratégie d'endormissement au sein. Et sans bercement sur vous, simplement? Ok. Enfin, le premier réveil aussi, ouais, quand même au sein, en fait, au début, en fait. Oui, il tétait, puis il s'endormait. Mais il restait après longtemps quand même sur moi. Ok. Mais pas de bercement. Ok. Après, on a eu la partie bercement et on le posait sur le ventre et on arrivait à le faire dormir. Et après, donc, on a essayé de mettre en place le sommeil autonome. Et là, voilà, ça a marché un petit moment. Et après... Et donc là, actuellement, il s'endort en autonomie quand même ou non vous êtes reparti sur des bercements? Non, on essaye justement de ne pas le faire. Alors, avant-hier, vraiment, il y avait des énormes pleurs. Donc, c'est mon mari, il l'a un peu bercé, je pense, pour arriver à l'endormir. Okay. Hier, par exemple, il s'est remis à pleurer. J'ai vraiment essayé de tenir en le laissant un petit peu pleurer, mais pas longtemps. Juste le temps d'essayer de voir si c'est de la décharge ou des vrais pleurs. Ouais. Le reprendre en lui parlant, en lui disant, voilà, t'es fâché, ça va passer, tu sais t'endormir tout seul. Et il a fini par s'endormir tout seul. Et du coup, c'est vrai que la nuit, c'est mieux passé aussi, je pense, parce qu'il a dû réussir à se rendormir à ses micro-réveils. Ok. Mais voilà, ça tient vraiment à un Est-ce qu'il fait des tétés fil. la nuit actuellement? Oui. Combien de tétés? Alors, cette nuit, on a fait 2 et demi, on va dire, parce qu'à 5 heures, il a retété, mais c'était plus une tétée doudou. Ok. Mais les nuits où, justement, il se réveille toutes les heures, il tète plus souvent. Donc, ok. Voilà, il tète toutes les heures dans ces cas-là, à chaque fois? En général, on le remet au sein et il tète pas vraiment des fois. Je pense qu'il va téter peut-être plus 4-5 fois dans la nuit en vrai. Ouais. Et après, le reste, c'est vraiment je mâchonne et je me rendors. Okay.
Et c'est quand vraiment il monte dans les tours et qu'on n'arrive pas à le calmer d'une autre façon. Mais bon, moi, je vais reprendre le travail. On a aussi une volonté potentiellement de le sevrer doucement. Ok. Du coup, c'est vrai que le sein, ça va plus être l'option. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions aussi Ok. autres. Là, vous voulez aller vers le biberon à partir de quand? Alors moi, je reprends dans 2 semaines. Donc après, idéalement, je sais que Tom, ça avait un peu stoppé ma lactation automatiquement. Donc j'aimerais en tout cas qu'il puisse être en mesure de prendre des biberons. Donc au début, si j'arrive à tirer mon lait maternel, ça sera des biberons de lait maternel. Ok. Et après, voilà, faire une transition vers du lait infantile. Ok. C'est Donc, crèche ou c'est nounou. Nounou. Ok. Il prend des biberons actuellement? Ouais, on essaye. Il prend donc du lait maternel. Oui, mais au biberon. Ouais, Il a accepte réussi. les biberons? Oui. Ok. C'était pas gagné au début, mais voilà. On en fait un par jour pour qu'il soit habitué. Ok. Et quand c'est ça, moi, j'essaie de tirer pour pas que ma lactation, elle chute trop. Quels étaient les symptômes, du coup, le diagnostic, vous m'avez dit il a été fait par une gastropédiatre, hein, c'est ça? Oui. Du reflux interne, du RGO interne, et avec l'option de l'APLV. Est-ce que vous pouvez rappeler, moi je sais, mais voilà, parce qu'on a discuté ensemble, quels étaient les symptômes exacts qui ont conduit au diagnostic de la part de la gastropédiatre? Oui. Alors, déjà, le fait qu'il puisse pas être posé sur le dos, qu'il accepte pas la poussette, qu'il accepte pas le siège auto. Le fait qu'il soit donc assez en tension, en extension, donc en tension vers l'arrière et un peu en banane, c'est-à-dire la forme d'une banane vers l'arrière. C'était un bébé qui se pliait pas trop vers l'avant. Normalement, les bébés ils sont plutôt, ils peuvent manger leurs pieds. Là, Victor, c'est pas trop le cas. Ouais. On entendait donc, il n'avait pas de reflux externe, donc contrairement à son frère, mais on entendait donc une déglutition. Et souvent, quand il faisait ça, donc c'était la nuit. Et après, il se mettait à pleurer. Donc, on suspectait que un peu comme du reflux gastrique chez nous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les réveils fréquents. Il se mettait au sein assez souvent aussi. Donc, elle nous disait que ça peut être justement une façon pour lui de faire un pansement sur son reflux. J'en oublie certainement, mais voilà, dans les grandes lignes, c'était ça. Okay. Il n'y a pas eu de gastroscopie? Non, on a fait une échographie. Le test de pH, échographie? Ouais, c'est tout abdominal et de l'intestin pour voir. Et à l'échographie? Tout va bien. Ok. Ouais. Mais pas de test de pH? Non. Ok. Donc, elle vous a indiqué de mettre en place une APLV. Elle a diagnostiqué une APLV, du coup. Pour faire ce test d'APLV, elle vous a demandé de stopper tout produit laitier. Exactement. Vache, brebis, chèvre et soja. Oui. Ok. Ça, vous l'avez fait pendant un mois, 3 semaines, un mois. 3 semaines, un mois. Et par contre, elle ne vous a pas indiqué de faire une réintroduction au bout de 3 semaines, un mois. Qui, normalement, c'est important de pouvoir le dire, mais les recommandations médicales pour faire les tests, un vrai test d'APLV, c'est en effet de pouvoir faire une éviction pour la maman en étant complémentée au calcium. Ça, vous m'avez dit que vous aviez eu un complément. Fois, oui. Parce que pour ça, je ne l'avais pas eu. Mais pas pour le précédent. Ouais. La maman doit être complémentée. Et pour bébé, donc on fait un test d'éviction pendant 3 semaines. Et pour valider le test d'éviction, il faut faire une réintroduction. C'est-à-dire que si ça va mieux, ça peut être un premier... c'est pas parce que ça va mieux que ça valide la PLV. Oui. Parce que, en effet, vous l'avez dit, un bébé, ça grandit en fait. Et ça peut être tout et n'importe quoi d'autre qui fait que pour bébé, ça va mieux. C'est pas parce qu'un bébé va mieux que ça valide la PLV. La seule chose qui peut valider la PLV, c'est le fait de réintroduire au bout de 3 semaines. Et si là, immédiatement, dans les jours qui viennent, parce que c'est tout de suite, il ne faut pas 3 semaines, c'est immédiat, dans les 2-3 jours suivants, voire même dans la journée, bébé est hurlant, ça provoque clairement un bébé qui hurle. C'est aussi simple que ça. Multiples réveils, état général, enfin vraiment, c'est le jour et la nuit. Là,
ça valide la PLV. Et dans ces cas-là, la suite, c'est pas rien non plus, ça ne s'arrête pas là. La suite, c'est la maman et le bébé sont suivis mois après mois, idéalement par une diététicienne pédiatrique, pour Ok. tester des réintroductions de temps en temps. On fait très attention à la période de contact avec les allergènes entre 4 et 6 mois, on en avait parlé, puisque c'est la période vraiment la plus favorable pour être au contact des allergènes et pour que le corps s'y habitue. Et justement, entre 4 et 6 mois, si on fait une APLV, du coup, il n'est pas au contact et ça peut déclencher des vraies allergies aux protéines de lait de vache, là où on est plutôt sur une allergie non IgE-médiée, c'est-à-dire retardée et éventuelle, et pas à réaction immédiate qui peut provoquer des œdèmes et des situations vraiment très difficiles. Donc moi, juste pour ça, j'aurais tendance à voir, pour que vous reparliez peut-être avec la gastropédiatre, peut-être demander pourquoi le process n'a pas été fait en entier et ce qu'elle en pense. Parce que ça, c'est les recommandations classiques, hein, vous pouvez les trouver sur Internet. Et puis aller vers elle avec les recommandations et voir ce qu'elle en dit. Ce serait du coup intéressant, évidemment, de faire le test de savoir s'il est vraiment APLV ou non, parce que pour l'instant, le diagnostic ne tient pas. Il n'est pas valide. Et pour autant, vous êtes du coup en éviction de produits laitiers depuis combien de temps ? Depuis, ça va faire 2-3 mois, là, du coup. Depuis 2-3 mois. Et pour votre corps à vous, et c'est important, je le dis aussi à toutes les mamans, c'est loin d'être anodin. Donc, de la même manière, normalement, il devrait vous être recommandé de faire un suivi avec une diète, non pas pédiatrique, mais une diététicienne, vous, pour être sûr que vous ne partez pas en carence, d'autant plus que vous allaitez. Donc, ça demande à votre corps quand même beaucoup d'énergie et de ressources, d'aller puiser dans vos ressources. Donc, c'est vraiment important de faire attention à vous, en fait. Ce qu'on dit très peu, voire jamais. Oui, c'est sûr, on oublie. C'est ça. Et c'est vrai, puis même le premier, j'ai pas été complémentée, donc c'est vrai que et du coup, donc déjà revalider vraiment si c'est une APLV ou pas, ça peut être le cas, hein, bien sûr. Les symptômes que vous décrivez peuvent faire pencher pour un diagnostic comme celui-ci, mais ça peut faire pencher sur plein d'autres diagnostics aussi. Et c'est tout l'objet de mon deuxième livre, le livre rouge, parce que moi, je vois en cabinet énormément de bébés diagnostiqués APLV et avec un reflux interne qui n'en sont pas du tout en réalité, et où on aurait pu solutionner les choses en quelques jours, en fait, et avoir un apaisement général du bébé et de la maman. Et au lieu de ça, on a enfoncé finalement la situation pendant pas mal de mois ou d'années. Donc pour moi, il faut vraiment vérifier cette APLV, si elle est vraiment là ou pas. Ça, c'est important. Et si elle est vraiment là, il faut un suivi pour vous en diète et pour bébé aussi, pour comment est-ce qu'on fait pour réintroduire petit à petit et faire que son corps puisse se sortir de cette APLV non IgE-médiée et faire que ça ne lui perdure pas pendant des années. Ok. Donc éviter d'attendre les 9 mois. Alors, 9 mois, on attend normalement 9 mois pour... on dit que ça se solutionne à 9 mois. C'est pour l'aspect positionnel, en fait. D'accord. C'est parce que bébé est plus redressé, donc ça remonte moins. Mais ça ne solutionne en aucun cas une APLV. Ça, c'est pour les reflux gastro-œsophagiens liés à la position de l'enfant et avec un sphincter de l'œsophage qui est moins musclé que certains enfants. D'accord. Et on peut avoir, et normalement on dit qu'à 9 mois, c'est le moment où il y a moins de reflux, mais c'est beaucoup lié plutôt au reflux externe des bébés, et qui ne sont pas forcément des reflux pathologiques, enfin, que l'enfant va mal vivre, en fait, qui peuvent ne pas être acides et où tout va bien. Lors d'une APLV, ça n'a rien à voir avec les 9 mois et la position. C'est-à-dire que quand il aura 9 mois et qu'il sera en effet en position verticale, s'il a vraiment une APLV, ça n'empêchera pas l'acidité dès lors qu'il aura et des remontées, le fait d'avoir mal. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord, ouais. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, je ne veux pas remettre en cause la gastropédiatre, hein, mais il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas saisi dans son diagnostic à elle, puisqu'elle vous a parlé de réintroduction à 9 mois.
je vous inviterais plutôt à en parler avec quelqu'un qui va peut-être ou à prendre un deuxième avis. Oui, d'accord. Voilà, on Ouais, va ouais. dire ça comme ça. Oui, de toute façon, il faut. Prendre un deuxième avis. Et pour le coup, moi, je suis sûre des personnes avec lesquelles on travaille qui, elles, ont vraiment des compétences et en lien avec les recommandations officielles D'accord. qu'on a. Et aujourd'hui, c'est plus quelque chose, tout ce qui est APLV, tout ce qui est reflux gastro-œsophagien, c'est plus quelque chose d'un petit peu nébuleux en fait, hein. On connaît bien tous les ressorts. Ouais, c'est ça qui est un peu dur Alors, en tant que parent. J'ai l'impression qu'on tâtonne. eh oui, mais on connaît bien tous les ressorts quand ça fait vraiment partie de nos spécialités et qu'on se forme et qu'on se met en lien avec les recommandations. Mais c'est-à-dire que maintenant, toutes les recommandations, que ce soit de la PNNS, de l'OMS, de la Haute Autorité de Santé, je les ai toutes mises d'ailleurs dans mon livre, elles sont toutes ultra claires et ultra cohérentes. Et en lien exactement, nous, avec la manière dont on travaille et qui permettent, en quelques jours, d'avoir les diagnostics, d'avoir les bonnes actions et d'avoir une situation qui s'apaise pour tous les bébés. D'accord. On n'est normalement plus dans des situations où, avec des bébés avec des reflux, réels ou pas réels, qui pendant des mois et des Ouais. mois sont souffrants ou pas bien, Ouais, c'est ça ou qui est dur. médicamentés alors qu'il ne faut pas. Enfin, c'est ça. Mais par contre, le fait que toutes ces informations-là, données par par notamment la Haute Autorité de Santé, qu'elles arrivent jusqu'aux professionnels, parfois, Mm. ça prend un peu de temps. Mais les diètes pédiatriques font quand même partie de ceux qui sont quand même plus au fait de tout ça, parce qu'elles se renseignent obligatoirement. C'est des spécialités où il faut être très, très à jour, puisque ça évolue tout le temps, en fait, D'accord. au niveau de l'alimentation et des découvertes. On reste sur des données où la science est toujours, toujours, toujours en train d'avancer et de comprendre le fonctionnement. Oui, oui, ça c'est sûr. Et j'imagine que peut-être pour un pédiatre classique, un gastropédiatre ou un médecin, ça peut être plus compliqué parce qu'eux ont une diversité de cas éventuels à traiter. Ils vont plus être sur des pathologies un petit peu plus graves et invasives, qui vont être des malformations, en fait. Mm. Où là, ils vont être beaucoup plus spécialisés. Oui, Euh, on tâtonne moins, quoi. C'est plus clair, entre guillemets, plus... Oui. Et où là, ça se règle avec une échographie, parce que c'est important de pouvoir regarder s'il n'y a pas un nœud digestif, une malformation. Donc, c'est très bien qu'il y ait eu une échographie. Mais ensuite, pour savoir si normalement il y a un reflux pathologique avec de l'acidité, on fait d'abord tout le process, D'accord. qui n'a pas été jusqu'au bout avec vous. Ouais. Et derrière, vraiment, on peut aller faire une gastroscopie pour voir le pH. D'accord. Si derrière, on enclenche une médication, notamment, Oui. qu'on va donner du Gaviscon, de l'Inexium, enfin, c'est tous les IPP inhibiteurs de la pompe à protons qui vont empêcher l'acidité de l'estomac. Ce qui n'est absolument pas anodin non plus avec les tout petits. Oui, c'est ça, ouais. Et cette médication-là, normalement, elle n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 1 an. Et c'est important de le dire parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont... le vôtre, il n'est pas médicamenté à l'heure actuelle? Non, mais ça a été évoqué quelques fois. C'est vrai que moi, justement, comme je vous suis pas mal, j'ai regardé le module RGO, etc. Et donc, je suis un peu consciente que c'est pas anodin. Et donc, on va dire, je freine un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a malheureusement des docteurs qui ont un peu la main facile là-dessus. Souvent parce qu'ils sont un petit peu aussi poussés à ça et qu'il n'y a pas toutes les recommandations, mais c'est hyper clair de la part de la Haute Autorité de Santé. Ils ont même fait une alerte récente comme quoi il y avait une surmédication des enfants avec... pourtant, ils ont fait tout un schéma hyper clair qu'on peut trouver, accessible à tous sur la recherche. Et au final, nous, quand on travaille avec des médecins, avec des diètes pédiatriques, avec nos médecins qui, eux, sont bien formés dans le collectif, le résultat, il n'est jamais du côté de la médication. Jamais. Non, pas jamais. Il est très exceptionnellement du côté de la médication. Oui, heureusement que ça existe, mais voilà, il faut que ça soit... Voilà, c'est ça. Parce que au final... en fait, il y a toujours plein d'autres solutions. On rééquilibre l'alimentation, ou on fait une APLV, on fait une éviction parce qu'il y a vraiment une APLV. Et en fait, on se retrouve avec des bébés apaisés qui n'ont pas du tout besoin d'être médicamentés.
Là, aujourd'hui, il n'y a ni Gaviscon, ni IPP. Hein. Non. Ok. Non, ça nous a été suggéré, mais ouais, pour le moment, on essaye de... Ok. Donc, mon premier conseil, on vérifie cet APLV. La deuxième chose, du coup, qui est toujours à regarder dans ce type de cas, ce sont les courbes de poids, taille, périmètre crânien et les apports caloriques pour un bébé. Parce que tous les symptômes que vous posez là, c'est-à-dire un bébé qui refuse d'être posé sur le dos, voire d'être posé tout court de la maman et qui veut tout le temps être sur maman. Un bébé qui se met en banane en arrière, qui a beaucoup les poings serrés et qui est très très tendu comme ça. Un bébé qui va faire des trucs, voilà, de la déglutition comme ça, et qui peut demander une mise au sein aussi très souvent, et voir qui s'endort au sein, plus un bébé qui a une mâchoire en arrière. Toutes les cases. Tout ça, pour moi, ça sonne... Et qui n'a pas de reflux externe. Donc, non. Il n'y a pas de reflux externe. Pour moi, ça sonne très, très fort. J'ai faim. D'accord. Et je n'arrive pas à prendre ce qu'il me faut. D'accord. Et ça, moi, aujourd'hui, c'est 99% des cas. Diagnostiqués par les médecins, RGO ou APLV ou autre. Ouais, alors que ça serait tout simple, c'est ça. Entre guillemets. C'est ça. En fait, c'est des bébés, j'ai faim. J'ai travaillé avec Alexandre sur mon deuxième livre, justement. Il faut que je l'appelle pour que je lui redise que ça fait partie des choses qu'il faut qu'il vérifie aussi pour toutes les mamans qui viennent le voir. Parce que vous l'avez vu, en plus, il y a 4 mois, le livre était écrit. Il faut que je reparle avec lui. Parce que lui a fait toute la partie ostéopathique, qui est importante. À vérifier. Mais s'il n'y a pas eu d'amélioration après la première fois, de toute façon, et puis ça fait partie des choses qu'il faut vérifier, quoi qu'il en soit, en parallèle. Parce que un bébé qui a faim, c'est un bébé qui reste en tension énorme et qui peut se bloquer d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il est très tendu. Ouais. Très, très tendu et qui va justement se mettre en position arrière. C'est un bébé qui va parfois pleurer beaucoup et avec des grosses, longues crises de pleurs qui ne sont pas apaisées par le fait d'être pris dans les bras. Et des bébés qui veulent être beaucoup accrochés à maman, notamment s'ils sont allaités, parce que c'est maman qui est la référence de l'alimentation. Et là, dans le cas du vôtre, avec une mâchoire un petit peu trop en arrière, ça peut faire des bébés qui ont des problématiques de succion, en fait. Oui. Et la problématique de succion, pour certains, ça peut provoquer j'avale de l'air, j'ai des gaz, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est tout simplement... j'ai pas une succion suffisamment efficace au sein pour activer la lactation de manière suffisamment efficace. Donc, la maman peut ne s'en rendre pas du tout compte parce qu'il n'y a pas forcément de crevasse ou ce genre de choses. Il n'y a pas forcément de douleur, mais parfois il y en a aussi. Donc, c'est toujours une alerte, les douleurs en allaitement. J'en ai pas eu cette fois. Avec Tom, j'en avais eu, mais là... Ok. Donc, je le dis pour tout le monde. Un allaitement qui va bien, c'est un allaitement... la première chose, c'est un allaitement qui ne fait pas mal. S'il y a des crevasses, s'il y a quoi que ce soit, c'est qu'il y a un souci de succion. Même si le bébé a l'air d'aller bien, maman aussi, c'est que forcément il y a quelque chose. Voyez une consultante en lactation pour ça. Toujours. Ça veut dire que la succion n'est pas bonne et ça va impacter la production du sein puisque les seins vont faire à la demande. Et si bébé a juste une demande petite parce qu'il n'arrive pas à faire une grosse succion, les seins ne vont pas donner beaucoup. Oui, forcément. Et bébé va s'épuiser au sein. Il va dépenser beaucoup d'énergie, il va s'endormir au sein. C'est beaucoup des bébés qui s'endorment au sein, qui le mettent en plus dans leur stratégie de sommeil, du coup. Oui. Et qui s'épuisent, qui n'ont pas suffisamment, qui peuvent faire le pivert un peu au sein aussi. Ça, il le fait des fois, ouais. Récemment. Le pivert au sein, c'est un élément hyper important, c'est bien de pouvoir le dire. Tous les bébés qui font ça, ils prennent le sein, ils tirent un peu, ils relâchent, ils cognent même leur tête contre le sein. C'est les bébés pivaires. Ça, c'est « je veux du lait, ça vient pas ». D'accord. C'est ce que je me suis douté les derniers jours, parce qu'il semblait vraiment de tirer dessus, là. C'est ça. Et ça vient pas comme je veux. Ouais. Et ça n'a rien c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec la maman et le fait qu'elle soit pas compétente, qu'elle ait pas suffisamment de lait ou autre.
C'est bébé qui a justement pas les compétences pour faire venir le lait comme il faut. Et du coup, le corps de la maman, il entend faut pas produire beaucoup pour ce bébé-là, donc je ne produis pas beaucoup. Ouais, il s'adapte. Et je produis de moins en moins parce que bébé arrive de moins en moins à prendre. Et à la fin, on se retrouve avec de moins en moins. Et bébé qui s'énerve de plus en plus, qui fait de plus en plus de colère, qui va se réveiller X fois la nuit, etc. Et pour lequel ça devient très difficile. Et malheureusement, on se retrouve souvent avec des bébés qui finissent chez le médecin, le gastropédiatre, avec diagnostic, c'est un reflux, là ça va de moins en moins bien, il faut le médicamenter. Ouais, c'est le serpent qui se mord la queue. Bébé qui hurle. Et en plus de ça, moi j'ai même des diagnostics de la part de médecins qui vont regarder la gorge de bébé. Il a la gorge rouge. Ils ne vont pas faire de diagnostic de pH. Ils vont juste regarder la gorge. La gorge est rouge, donc c'est l'acidité. Donc, il faut le mettre sous médicament. En fait, la gorge rouge du bébé, c'est parce que le bébé hurle. Oui, ça l'irrite. C'est ça. C'est des parents avec des bébés hurlants non-stop. Et en fait, c'est juste ça. Et dès lors qu'on remet en place tout ce qu'il faut pour bébé au niveau de l'alimentation, en quelques jours, on a un bébé qui repart complètement apaisé, en fait. Ouais. Sans aucun problème. Donc, ce qui peut nous aider à différencier un petit peu tout ça, parce que ça fait faire grosse pelote de laine, etc. Qu'est-ce que c'est que... Moi, là, en plus, avec l'histoire du pivert, sans même qu'on regarde les courbes, mais bon, j'ai un peu triché, on les a regardées ensemble. Donc, je sais un peu, mais si j'avais pas vu les courbes, juste avec ce que vous me dites, la mâchoire, le pivert, là, j'ai 99,9% qui me dit c'est un bébé qui a faim. Peut-être qu'il est APLV aussi, hein, je ne sais pas. Oui, il faut tester dans tous les cas. Je peux pas dire, mais quoi qu'il en soit, il demande à manger plus. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, on regarde les courbes. Après, ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que... Mais ça doit peut-être ce qu'il a passé de lait, mais j'essaie de le mettre au sein justement plus, le solliciter au sein la journée. Mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas des tétés efficaces, alors que la nuit, il va faire des tétés goulus, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas s'il n'a pas aussi, comme le sommeil, des fois, ils ont des rythmes inversés. Possiblement, il a votre lactation même, elle a pu s'inverser. Oui. C'est-à-dire que la journée, s'il a pas beaucoup s'il a peu stimulé la journée, plus stimulé la nuit, vos seins la produisent moins en journée. Et donc, quand il est mis au sein, c'est de moins en moins intéressant. Et c'est moins en moins... Voilà, je vais téter pas beaucoup parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui vient. Et voire même, on a des bébés qui se désintéressent du sein et à qui on va pouvoir proposer, qui vont se mettre en arrière et repousser alors qu'ils ont faim. Ouais. Et c'est fou parce que ça donne des trucs où moi, j'ai plein de mamans qui me disent « mais il veut pas, en fait, il veut pas téter ». Moi, je leur dis « si, il a faim, mais il ne veut pas téter ». Parce que ça vient pas. Ouais. Et là, il en a ras-le-bol, en fait. Ouais, mais je pense que c'est un peu... Et il se concentre sur les moments où ça vient. Et ça vient mieux la nuit parce qu'il a surenchéri. Voilà, c'est ça. Surtété. C'est ça, exactement. OK. Et ça, il n'y a pas énormément de consultantes en lactation qui sont bien formées là-dessus aussi. La nôtre, oui. Mais ça fait partie des choses qui sont ultra classiques. Oui, parce que j'en ai vu une, alors pas la vôtre, parce qu'on n'avait pas encore échangé, donc j'avais pris quelqu'un à Lyon. Mais c'est vrai qu'elle m'a pas du tout... elle a même pas regardé la tétée. Mais... Ah oui. Oui, j'étais un peu déçue. Mais, elle n'a pas regardé comment il t'était ? Non. Donc, bon, après voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, pas du tout parler de ça. Et justement, en disant, la courbe, c'est bon, il prend bien du poids, parce que le premier mois, il a bien pris du poids. Okay. Mais c'est vrai qu'en effet, quand on met dans l'application, on va en parler là, mais... Oui. Du coup, vous m'avez renvoyé même, ce qui est génial, les courbes à jour, c'est ça ? Oui, parce d'hier. Qu'il a vu le médecin. Il a vu le médecin hier. C'est ça. Donc, on a vraiment des courbes ultra à jour. Donc, ça, c'est top. Alors, on commence pas par la courbe de poids. On commence toujours par la courbe du périmètre crânien. Et aussi, on commence par vos tailles à tous les deux. Parce que ça, c'est un élément important. Combien vous mesurez, du coup, tous les deux ? Alors, moi, c'est 1m76 et mon mari, 1m83. Donc, vous êtes grands, tous les deux. Très grands.
1,76 m pour une femme, c'est très grand. 1,83 m pour un homme, c'est plutôt grand. On fait partie des grands. Avec vous, très grande pour une femme et lui, plutôt dans la tranche grand pour un homme. Donc ça veut dire que moi, avec des tailles comme celle-ci, ça veut dire que Victor, il sera de manière certaine, en termes de potentiel génétique, au-dessus même des courbes classiques. C'est-à-dire D'accord. qu'il va suivre une courbe qui ne rentre pas dans les Ok. couleurs de courbe, tout au-dessus. D'accord. Et voir au moins ça au-dessus. Et d'ailleurs, on a un périmètre crânien qui nous le dit, puisque il est né au 75e percentile. Donc vous faites plutôt des bébés, alors je n'ai pas vu la taille, mais il naît plutôt petit. Il faisait 52 cm, Victor. Ouais, Mais Tom faisait que 49. Ah oui, d'accord. Pour pareil, 2 semaines plus tôt. Donc c'était un petit. Oui, ils sont nés 2 semaines plus Ouais. tôt en même temps. Hein. On a un périmètre crânien qui est un peu petit pour son potentiel. À la naissance, il n'est qu'au 75e percentile. Pour un bébé classique, on se dirait c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais c'est ce qui peut-être lui permet de sortir aussi. Ouais, c'est bien pour moi. Voilà, exactement. Et du coup, les 2 premiers mois, il nous a fait un rattrapage incroyable et il est passé très au-dessus des courbes. Il a dépassé le 97e percentile, mais il l'a dépassé large. Ouais. Idéal. Et puis, au 3e mois, là, par contre, il y a un petit truc qui fait que il redescend au 97e percentile. Donc ça, c'est déjà... C'est là où il hurlait beaucoup, la nuit. Ah, ok. Eh ben, Autour des 3 mois. ok. Là, il y a quelque chose déjà qui nous dit, tiens, j'ai pas réussi à avoir suffisamment d'apport calorique pour continuer ma croissance, notamment en gras, en circonférence. Et derrière, il arrive quand même à reprendre, parce qu'il veut vraiment aller vers son potentiel. Il remonte quasiment presque au même niveau, mais le mois suivant, ça reste compliqué et il redescend un petit peu. Et donc là, ce mois-ci, c'est la prise de ce mois-ci finalement, on a un indicateur comme quoi ça tire. Ouais. Ça tire un peu. J'arrive pas à suivre ma courbe et j'arrive pas à y rester. Au niveau de la taille, on a un bébé qui est né entre 75e et 90e percentile. Donc en soi, vis-à-vis des autres bébés, plutôt grand, mais vis-à-vis de lui-même et de son potentiel, pas beaucoup en fait, parce qu'il aurait pu naître au-dessus de la courbe, puisque son potentiel génétique le situe vraiment en haut et au-dessus des courbes. Donc il y avait un rattrapage à faire et normalement la taille, elle aurait dû suivre le même chemin que le périmètre crânien. D'accord. Mais elle, déjà, d'entrée de jeu, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi, elle a même baissé. Elle est partie en dessous. Et donc là, si vous avez vu une consultante en lactation dans cette tranche d'âge-là, elle aurait dû le voir et le détecter tout de suite. Et le médecin aussi. Alors, je ne veux pas remettre en cause les professionnels, mais normalement, aucun professionnel ne peut ne rien dire si un bébé, là, il passe quasi un couloir. Ouais, c'est ce que je vous disais. En plus, on en a vu plein, quoi. Et personne, tout le monde nous dit, c'est bon, il prend du poids, il suit sa courbe, quoi. Mais eh ben non. C'est ça qui est un peu frustrant. Et ils n'ont pas pris vos tailles. Alors que de la même manière, dans les recommandations officielles de lecture des courbes, c'est pas pour rien que dans les carnets de santé, ça a bien été mis. Taille des 2 parents sont à indiquer dans le carnet. Aujourd'hui, je vois des photos de carnets de santé tous les jours. Ouais. Je crois que sur des centaines, j'ai eu 2 fois la taille des 2 parents remplie par le médecin. Ouais, je pense pas que ce soit mis à jour, nous. Normalement, le médecin doit le remplir. Quand il remplit les courbes, il doit mettre les tailles des 2 parents et calculer la taille cible pour l'enfant. D'accord. Parce que c'est pas possible de faire une lecture de courbe sans ça, sans connaître le potentiel génétique pour un enfant. Sinon, on est complètement à côté de la plaque, en fait. Ouais. Et normalement, en voyant, même sans avoir vos tailles,
en voyant l'évolution du périmètre crânien et le rattrapage que le périmètre crânien fait, de toute façon, on se dit, waouh, ils font quelle taille les parents? Ouais. Et on se dit, tiens, alors là, la taille, elle fait pas du tout ça. Elle fait l'inverse. Elle perd un percentile d'entrée de jeu au bout d'1 mois et demi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tire fort. Le corps a misé sur, bon, grossi de la tête, on y arrive. Ouais. On ne peut pas tout faire. Mais là, j'arrive pas à suivre avec la taille du tout, et tellement que je ralentis. Même un bébé classique qui n'aurait pas à faire de rattrapage, de toute façon, une perte de 1 percentile sur 1 mois comme ça, bah non, en fait. Ouais. Non. Parce que normalement, la perte en termes de taille, elle arrive après la perte de poids. D'accord. Sur 1 mois. C'est plutôt le mois suivant. Et là, s'il le fait d'entrée de jeu, c'est que vraiment ça tire, en fait. Parce que lui, il a besoin de faire un rattrapage. D'accord. Et donc, c'est des indicateurs énormes quand on a un bébé avec une maman qui dit il pleure, c'est difficile. Ouais, visiblement. Il est tendu, il a les poings serrés. Moi, ça me semble ultra évident. Et il faudrait que ce soit ultra évident pour tous les professionnels qui entourent les parents. Là, c'est vrai que il y a des années, normalement, plus d'une 50aine d'années, je dirais, il y a 60, 70 ans, si un bébé pleurait, on ne se posait même pas la question. On ne se demandait pas s'il avait un RGO. Ce bébé a faim. Oui, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Mais d'ailleurs, les personnes plus âgées, elles vont forcément dire « mais il a faim, il a faim ». Mais c'est ça. Et alors c'était potentiellement un peu extrémiste parce que oui, il y avait d'autres choses, notamment les APLV qui sont quand même relativement présentes. Il y a d'autres choses qui sont à regarder. Les problèmes de sommeil, il y a d'autres choses. Mais la faim, c'est déjà un bon départ. Ça reste la base. Et en fait, on a basculé de « il a faim pour absolument tout » à « on oublie qu'un bébé peut avoir faim et que c'est la base pour lui pour tout ». Et vraiment, moi, je me rends compte que on est à plus de 90% dans nos consultations de problématiques qui sont ni des problématiques de sommeil, ni des problématiques de reflux gastro-œsophagien, ni problématiques d'APLV, où le seul problème, c'est des bébés qui ont faim. 90% en 2025, je me dis là, il y a un truc qui cloche, quoi, en fait. Ouais, c'est ce qu'on disait. Puis c'est hyper dur, du coup, en plus, pour les parents, quand on ne sait pas, au début, on tâtonne. Alors, en fait, oui, c'est peut-être aussi simple que juste... Mais sauf que quand on est jeune parent, et moi, je l'ai vécu en tant que jeune mère aussi, on va voir plein de professionnels et aucun d'entre eux ne va dire « il a faim ». Même une consultante en lactation IBCLC qui est censée suivre notre allaitement. Ouais. Donc là, vous toute seule, c'était impossible que vous puissiez le savoir ou vous en rendre compte. C'est juste pas possible, d'autant plus qu'il vous guide vers toute une somme d'autres diagnostics ou d'étiquettes à poser sur les bébés. Moi, j'ai des étiquettes de bébé hyperactif, bébé FOMO, bébé baby, bébé aux besoins intenses. Tout ça sur plein d'étiquettes. Et j'en pleurerais, honnêtement. Ouais, c'est sûr. Et d'expliquer aux parents et de leur dire, malheureusement, il a juste faim, on rééquilibre l'alimentation. Et quelques jours plus tard, j'ai les parents qui me disent, c'est un bébé tout à fait normal, en fait. C'est un bébé qui peut être posé, c'est un bébé qui est détendu, c'est un bébé qui sourit, qui est joyeux, tout va bien. C'est important. Comment basculer d'un extrême à l'autre dans nos sociétés. Et c'est ce qu'on a fait là ces 70 dernières années. Et du coup, je prends un temps pour vraiment, parce que j'en ai parlé dans aucune consultation comme ça, mais j'en parle avec vous et je pense que ça va donner un essor. J'espère que cette consultation va être vue énormément parce que moi, ça devient, et moi, comme pour nos équipes, ça devient extrêmement difficile de ne faire presque plus que ça, en fait. Ça fait mal, en fait. Oui, puis en fait, moi, là, je me rends compte pour Tom, il y a certainement ça qu'on a complètement loupé, parce que, voilà, c'est pas les courbes de Tom, mais... Non, on pourra les regarder après. Voilà, il est à la moyenne. Donc, il a un périmètre crânien qui est très haut, et par contre, son poids et sa taille sont la moyenne, et on a toujours son poids, il est toujours en train de chuter. Mais voilà, ça, on l'a signalé plusieurs fois, et personne nous a apporté de solution, quoi. On nous dit, un bébé, ça se régule quand il a faim, il mangera.
Alors oui, il y a beaucoup ce mythe-là. Et moi, c'est ce que me disait mon pédiatre à l'époque aussi. Et pourtant, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Il était très au fait de plein de choses. Et il me disait, un bébé, ça ne se laisse pas mourir de faim. C'est la phrase un peu facile, ça. On est d'accord, ça meurt rarement de faim. Mais par contre, un bébé et un enfant, ça peut très facilement partir dans des systèmes presque d'anorexie où plus mon estomac se réduit parce que j'ai hurlé de faim pendant quelques mois, c'est pas venu, mon estomac s'est rétréci et je me suis habituée à moins manger. J'ai plus même d'appétence pour la nourriture parce que j'ai eu un rapport un peu conflictuel avec et ça me plaît pas. J'ai plus envie de manger. J'ai pas le plaisir en lien. J'ai pas une expérience positive vis-à-vis de la nourriture et du coup je m'en désintéresse complètement. Et il faut absolument que on me fasse penser à autre chose pour que j'accepte d'ouvrir la bouche et je mange très très peu. Et je continue de plus en plus à avoir un estomac qui se réduit. C'est un peu Tom, ouais. Et oui, complètement. Et là, de la même manière, on en suit des tonnes des bébés comme ça. Et la bonne nouvelle, par contre, et on pourra se reparler pour Tom, c'est qu'on peut réinverser la machine dans l'autre sens. Il y a vraiment des choses à faire pour remettre du plaisir, de l'expérience positive, refaire grossir l'estomac. C'est un peu du gavage d'oie quand même. Mais c'est comme ça que ça se passe. Important, Et hop, l'enfant retrouve les sensations d'appétit, retrouve le plaisir de manger et on retrouve des enfants qui vont faire des rebonds qui repartent, importants. Et waouh, c'est magnifique de voir ça. Et de ne pas laisser ça s'entériner pour eux parce que bien sûr, ça a un retentissement sur leur courbe de taille, sur leur potentiel de croissance, etc. Et c'est trop dommage. Après, c'est pas dramatique en soi. On ne va pas avoir un impact, ou en tout cas, moi, je ne le sais pas, peut-être, mais personne ne m'a parlé d'un impact durable sur la santé de la personne. Le seul impact, entre guillemets, c'est que l'enfant va être moins grand que ce qu'il était censé être. Voilà. Mais ce qui peut être quand même parfois oui, quand même avec des conséquences. Oui, oui, complètement. Et après, je ne sais pas, j'ai vraiment pas fait de recherche s'il y a des conséquences plus graves sur la santé, mais moi, aujourd'hui, j'en connais pas et je veux pas... Je croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Du coup, au niveau de sa taille, donc on est resté au premier mois. On va beaucoup se parler de ça, et finalement assez peu de sommeil. Il y a des chances parce que au niveau du sommeil, vous avez en effet mis en place tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pas grand chose à dire. On comprend pas quoi. Moi, je comprends. Ouais, du coup. Il fallait revenir à la genèse. Il y avait bien un petit caillou, un peu gros même, en fait, d'ailleurs. Et puis, on va vérifier cette histoire d'APLV aussi, même si j'ai quand même des gros doutes. Vous êtes, vous et le papa, vous faites de l'eczéma, vous avez des réactions Non, alors moi j'en ai eu petite de l'eczéma, mais c'est passé. Et le papa, il était asthmatique quand il était petit. Ok. Donc il y a peut-être un terrain avec une APLV en plus, peut-être. Moi, c'est pas, pour moi, c'est pas possible d'écarter le truc. Il y a le truc de la faim de toute façon, mais d'écarter le truc de l'APLV complètement, c'est pas possible tant qu'il n'y a pas le vrai process qui est fait. Puis autant pas attendre 9 mois, et comme vous dites, créer une vraie allergie parce qu'il n'aura plus été en contact avec. Quoi. Exactement. Bon, ça ne crée pas obligatoirement une allergie, mais ce serait dommage. Et d'ailleurs, Tom, il est plus du tout APLV ? Non, Tom, c'est bon. On l'a du coup réintroduit à 9 mois. Okay. Mais Tom, on avait fait nous-mêmes des tests. Je pense qu'il était vraiment... Parce qu'en fait, moi, quand j'allaitais, je n'avais pas fait une éviction totale comme Victor. Ok. Je mangeais encore des petites madeleines, donc il y avait encore un peu des choses de par-ci, par-là. Et c'est vrai que c'est le jour où on a arrêté l'allaitement et qu'il avait son lait hydrolysat qu'on a aussi vu une amélioration sur et à la fois, il est passé à des quantités en termes de biberons. C'est vrai, peut-être. Il y a peut-être aussi ça. Parce que, c'est pas le sujet, mais Tom, pour le coup, l'allaitement était très dur à mettre en place. Il prenait peu de poids, j'avais des crevasses. C'était un stress, l'allaitement au début. Donc, il y a eu forcément quelque chose, en effet, sur la nourriture. Oui. Donc, on pourrait même pas savoir, en fait, pour lui, s'il y avait APLV ou pas. Mais vous allez pouvoir savoir pour Victor. Voilà. En faisant si jamais il y a un troisième moment, je serais prête complètement. Et puis on apprend avec eux. De toute façon, il n'y a pas d'autre manière d'apprendre. Mais oui, j'espère que ça pourra servir à d'autres mamans parce que c'est vrai que c'est tellement dur alors que le problème à la base, il est peut-être simple, quoi.
Oui, complètement. En tout cas, avec une bonne consultante, parce que une problématique de succion, oui, c'est pas simple en fait, hein, pour réussir à ce qu'on puisse bien résoudre ça. Enfin, ça, c'est avec Fanny qu'il faudra le voir. Ouais. Elle est spécialiste des problématiques de succion aussi. Et si c'est encore possible de relancer bien l'allaitement ou s'il faudra vraiment vous aider constamment avec un tire-lait. Ouais. Bon, après, vous avez envie d'arrêter l'allaitement aussi. Donc, Oui, peut-être profiter de ça pour... oui, c'est possible pour passer au biberon. Du coup, premier mois, on a une baisse d'un percentile. Il a quand même réussi au deuxième mois à remonter un tout petit peu au-dessus du 75e. Mais à 3 mois, au moment où il hurlait beaucoup et où on a eu la perte même au niveau du périmètre crânien, en fait, on a eu une sacrée perte au niveau de la taille aussi. Ouais. Il est descendu de 2 percentiles, du coup. Il est passé au 50e percentile. Donc là, ça ne m'étonne pas qu'il hurlait beaucoup à 3 mois, clairement. Tout fait sens. C'est venu tirer sur la taille et sur le périmètre crânien. Ensuite, il a réussi à remonter quand même au 75e percentile au niveau de la taille. Et il a réussi à remonter là, c'est le dernier point. Oui, hier, il a fait une petite chevauchée. Génial. Ouais. Ça, Oui, c'est oui. une bonne nouvelle. Il est remonté à sa courbe de naissance, à minima. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Après, ça fait... Du coup, je le mets au sein. Mais... Ben oui, depuis qu'on en a parlé, Ouais. c'est ça. Depuis une grosse semaine, donc ça a Ouais. peut-être joué. Ça a certainement joué même. Donc c'est top. Ça veut dire qu'il réagit très bien et très vite. Et puis, bon, par contre, on ne va pas s'en contenter. On a bien compris qu'il ne va pas rester au 90e percentile. Mais en tout cas, il retrouve quelque chose d'intéressant. Il va falloir qu'il aille bien au-dessus. D'accord. Au-dessus des courbes, au-dessus du 97e. Mais ça peut venir très rapidement. Vraiment. Il ne demande que ça. Il a un bon potentiel. Du coup, au niveau du poids, maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du poids. Ouais, là, ça ne suit pas. Et au niveau du poids, on a la réponse à la lecture du périmètre crânien et de la taille. Donc, on a un bébé qui est né entre le 75e et le 90e percentile. Donc, très cohérent, en fait, avec sa taille et son périmètre crânien. Mais du coup, le poids avait besoin de faire le rattrapage en même temps que le périmètre crânien et la taille. Et comme ça n'a pas été le cas et qu'il s'est, entre guillemets, que maintenu à cette limite, qui permettait quand même d'aller monter au périmètre crânien, mais qui tirait déjà sur la taille, Oui. il s'y est maintenu jusqu'à ces 2 mois, tout juste, avec... mais il a été... C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que les professionnels vous disaient tout va bien. Oui. Oui. On me disait que c'était très bien. Mais à tous les professionnels, s'il vous plaît, qui suivez les parents, qui lisez les courbes de poids, on ne lit jamais une courbe de poids toute seule. On lit une courbe de poids en rapport avec le périmètre crânien et la taille. Si le professionnel avait regardé la taille en même temps, il aurait dit « Ah non, il y a un problème. Bah ouais. » Et s'il avait aussi vu le périmètre crânien, ah non, bébé a besoin de prendre pour suivre son périmètre crânien. Et en plus, en regardant vos tailles aussi. Donc, on pouvait croire, puisqu'il suivait parfaitement sa courbe jusqu'à 2 mois, que tout allait bien, mais il ne prenait pas suffisamment déjà à ce moment-là, puisque ça tirait sur la taille. Et alors là, en effet, ça ne m'étonne pas qu'il se soit mis à hurler à 3 mois, puisque là, à 3 mois, il n'arrivait même plus à prendre suffisamment, puisqu'il a commencé à baisser en termes de poids. Et là, il a amorcé une descente au niveau de sa courbe, qui n'est pas énorme, on pourrait se dire, bon, c'est pas hyper alarmant, mais pour lui, vis-à-vis de ses besoins, c'est beaucoup, parce qu'il était déjà en limite pour son développement. Et donc, il a amorcé une descente petit à petit jusqu'à maintenant, où là, le dernier point l'emmène sur le 60, il a perdu un percentile, enfin la moitié d'un percentile vis-à-vis de sa naissance, qui l'emmène au 75e percentile. Ça pourrait ne pas faire beaucoup. Moi, dans une autre situation, avec des parents pour lesquels la courbe de taille va bien, la courbe de périmètre va bien, qu'elle suit le même type de choses, j'aurais tendance à dire, bon, il y a peut-être un petit impact sur ce qui se passe avec le sommeil, mais on n'aurait pas la même situation de sommeil. Oui. On aurait une autre problématique ailleurs.
Et j'aurais tendance à dire, bon, vous reboostez un tout petit peu l'allaitement parce qu'il y a besoin là, mais globalement, ça va bien. Là, dans votre cas à vous, non. Bah non, Ouais, parce que la taille nous le dit et le périmètre crânien aussi le dit. et lui aussi. Et lui aussi, avec Ouais. les symptômes, parce que vous faites tout ce qu'il faut bien vis-à-vis de tous les autres paramètres liés au sommeil. Et c'est génial parce que vous êtes super bien renseigné et tout. Mais il y avait ce gros levier-là On en n'avait cause. pas du tout pris en compte. Exactement. Et moi-même, je regrette, dans le livre bleu, j'en parle comme quelque chose d'essentiel, mais ça ne prend qu'un paragraphe. Et je dis, demandez au médecin de vérifier. Oui, c'est vrai que c'est plus axé sur comment mettre en place le C'est sommeil, ça. etc. Et il y a le levier alimentation dont je parle et je dis, vous faites, il faut, pour que tout aille bien, il faut que les courbes soient OK. Voyez avec votre médecin. Et je ne dis rien de plus dans le livre bleu, je renvoie vers le médecin. Et ces dernières années, je me suis rendu compte que le renvoi vers le médecin, malheureusement, faisait qu'ils n'étaient pas suffisamment formés sommeil et alimentation et lien pour pouvoir alerter les parents. Et c'est pour ça que j'ai écrit le deuxième livre, le livre rouge, et que je dis à tous les parents, maintenant vous lisez d'abord le livre rouge et ensuite le livre bleu. bleu. Parce Oui, que sinon, il y a trop de parents qui me disent, je mets tout en place, je fais tout bien, et pourtant, ça va pas. Oui, parce qu'en fait, on Ouais. regarde et il y a le gros levier Alimentation. alimentation, nutrition, qui va pas. Et là où moi, je remettais la responsabilité du côté du médecin, ce qui est normalement, en fait, je me rends compte que ça va pas. Ils sont très rares à alerter. Il y en a quelques-uns quand même, c'est important, mais très rares à alerter. Ouais. Mais en même temps, c'est pas leur job non plus, finalement. Il faudrait que ce soit une diète pédiatrique. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, c'est étrange. Enfin, nous, en tant que jeunes parents, on fait un peu confiance aux médecins et je leur crache pas du tout dessus parce que voilà, ils font. Et Très moi, bien, j'en mais discute beaucoup avec notre comité bénévole de médecins. Et ce qu'elle me dit, c'est on n'a qu'un quart d'heure par parent, en fait. mais c'est ça. Puis je pense qu'en Et- effet, il y a tellement de choses qui évoluent que c'est compliqué de se tenir à jour. Et puis je vois autre chose que. Et eux, ils doivent voir, est-ce que cet enfant est en bonne santé? Est-ce qu'il n'y a pas une pathologie grave? Est-ce qu'il n'y a Voilà, pas une c'est plus maladie ça, ouais. grave? Et eux, ils sont focalisés là-dessus parce que c'est leur boulot à eux. Et derrière, c'est normalement des spécialistes. Donc, pour moi, la problématique, elle n'est pas de leur côté, elle est du côté même de l'information aux parents, à savoir, quand on a un bébé, il ne faut pas que voir un médecin, Oui. il faut voir tous les spécialistes autour. Il faut voir un consultant en sommeil, une diète pédiatrique pour le suivi de l'alimentation, une consultante IBCLC bien formée, et ça, on est d'accord, voilà, et éventuellement un ostéopathe pour les tensions Oui, tout à fait. aussi. Et ça, je pense que par contre, cette info-là, on a tendance à croire que le médecin joue ces 4 rôles-là. Non, il peut pas en fait, et pas en un quart d'heure. Ouais. C'est pas possible. Oui, c'est sûr. Je sais pas, oui, la maternité devrait nous donner ce genre de conseils. Ouais, Voilà, le courbe du l'information poids, ça va globale. être important. Ouais, C'est complètement. vrai, bon, c'est bien de savoir faire un bain, mais après, il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'autres choses à À savoir. chaque fois, on se dit, oui, c'est bizarre qu'on nous le dise pas plus tôt, quoi. Et qui peuvent nous mettre dans autre chose. Donc là, on a une prise de poids, il se stabilise à peu près, et encore, il perd encore un peu. Là, donc, on s'était parlé avant, parce que quand j'avais vu ça, quand vous m'avez envoyé les infos, je vous ai dit, là, remettez au sein, Booster, plus. Donc, vous l'avez fait. Oui. Qu'est-ce que ça a donné sur lui en termes d'état général? Est-ce qu'il est un peu plus apaisé? Et encore, il a fait une bonne nuit là, mais il a fait aussi une nuit un peu compliquée. Du coup, c'est vrai que quand on s'est parlé, c'est au moment où on a essayé de remettre en place l'endormissement autonome plus. Oui. Donc, du coup, j'ai boosté un peu la mise au sein. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques news, ça s'est bien passé. Après, peut-être qu'il y a eu quelques news, ça s'est mal passé. Vous avez fait du tire-lait? J'essaye, ouais. Mais il n'y a pas grand-chose qui sort. Donc, je pense quand même... Là, qu'il y a eu, de toute façon, je pense que là, au sortir ou vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez pris rendez-vous avec Fanny ou... Non, j'attendais notre consultation, Ok. mais je suis allée voir son site. Ouais, du Ok. coup, Donc là, l'idéal, ce serait presque en urgence de prendre un rendez-vous Oui. avec Fanny. Elle a des créneaux d'urgence. j'ai vu, ouais. Il suffit de lui faire un petit Recommander message. Voilà. Fédodo en plus. Exactement. Vous dites que c'est Caroline et fait dodo. Et puis, elle va pouvoir vous prendre. Et là, vous allez voir au global avec elle. Soit vous allez relancer votre lactation, soit vous passez déjà à la transition biberon en relançant peut-être votre lactation en tout cas. Mais là, pour moi, le seul problème avec Victor,
Bah, c'est Ça va qu'il être, faut, il a et la besoin, fin. il a besoin qu'on lui donne à manger. Et vous allez avoir un bébé qui va se remettre vis-à-vis de tout ce que vous avez mis en place pour ces stratégies de sommeil. Bah, ça va être le jour et la nuit, hein, parce que lui, il est prêt à à s'endormir tranquillement, à ce que ça se passe bien, parce qu'il vous l'a fait en fait, hein, Oui, oui, d'ailleurs. il sait le faire. Mais ça peut pas durer trop longtemps parce que non, j'ai faim en Mm. fait. Et le soir, quand un petit bébé pleure beaucoup, fait des grosses crises, je sais que j'ai beaucoup parlé des crises de décharge d'ailleurs dans le livre bleu, les pleurs de décharge. Ça n'existe que si la seule problématique, c'est le sommeil, Oui. un manque de sommeil. Mais il y a aussi une très grosse proportion de bébés pour qui ces pleurs de décharge, c'est juste j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, parce que la fin de journée, il y a une nécessité importante de prendre des grosses quantités. Donc je le dis beaucoup pour les bébés qui sont au biberon, ça veut dire que c'est 2 biberons très rapprochés en fin de journée, Oui. un au réveil de la dernière sieste, un au coucher du soir. Et s'il se réveille 1 heure après, j'hésite pas à lui en donner un Ouais. 3e s'il faut. Et si c'est bébé au sein, ça veut dire tété, en vérifiant que Oui, il y a quelque chose. ça fonctionne. Ouais. Et sinon, ça fait ces bébés pivers qui, au bout d'un moment, finissent par dire j'en peux plus, j'en ai marre, et qui partent en pleurs. Ouais, puis je l'entends moins déglutir, donc c'est sûr que. Et ce truc du déglutissement comme symptôme du reflux interne, en fait, c'est j'ai faim, en fait. Oui. Je fais un peu mon réflexe de succion et j'ai faim et j'avale, et voire même j'avale ma salive parce que ça me calme aussi. Ça D'accord. calme mon estomac. Peut-être que c'était aussi de la PLV, je ne sais pas, mais je sais aussi qu'il y a plein de bébés pour lesquels on a ça aussi quand les mamans me disent un reflux interne, et pour lesquels il n'y avait pas de. Oui, il y en avait fait, pas on de a mis reflux interne. l'étiquette assez rapidement, alors qu'il y avait peut-être une autre piste. Mais je sais pas. Oui, oui. Donc vous allez pouvoir le tester. Fanny, elle est aussi très très bien formée à la PLV. Donc D'accord. vous allez aussi pouvoir avec elle bien checker ça. Moi, je dirais que moi, j'ai pas, j'ai rien de plus avec moi. Moi, je veux bien avoir des nouvelles, Oui. savoir quelle est la suite. Mais là, c'est plus mon travail à moi. Ça va vraiment être un travail de suivi avec Fanny pour remettre beaucoup d'alimentation. La journée. Oui, c'est ça, la journée. Les équilibres de biberon, vous les avez? Non. Alors, le biberon, c'est comme le sein, c'est à la demande, Ah oui, d'accord. à satiété et à la demande. Ok. C'est à 4 mois un espacement de 2h30, 3h en moyenne, au moins un par temps d'éveil. 2h30, 3h en moyenne, mais si bébé demande une demi-heure après, je ne me pose pas de questions, je lui repropose. Donc là, dans le cas de Victor, s'il pleure, vous ne vous posez pas de questions. On leur Proposez un propose, biberon, d'accord. même s'il a bu un quart d'heure après. Là, dans son cas, et d'autant plus à 4 mois, vous proposez un biberon. D'accord. Il en veut pas. Après, c'est lui qui va décider. Il n'y a pas du tout d'indication et de recommandation de la Haute Autorité de Santé, de la PNNS, qui est l'organisme de recommandation en nutrition pédiatrique, d'espacement de biberon minimum. D'accord. Ça, c'est un mythe énorme, divulgué principalement par les laboratoires de boîtes de lait. Non, les indications en recommandation pédiatrique, là, je l'ai dit, il y a beaucoup de consultations, mais ça va rentrer dans la tête de tout le monde. Comme ça. Les recommandations officielles, pour ce qui s'agit de nourrir les bébés, que ce soit au sein comme au biberon, c'est à la demande, à satiété. D'accord. Donc, il n'y a même pas d'indication de ne dépassez pas telle ou telle quantité. Et il n'y a pas d'indication de faites-lui boire absolument cette quantité non plus. Ouais, c'est ça qui est dur aussi, du coup. Et là, il va aller chez Nounou, donc il va falloir. L'idée, c'est de lui dire, dès qu'il a faim, lui donner, quoi. Voilà. Et en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on a mis assez dans le biberon? Il ne doit pas terminer ses biberons. Il doit toujours en rester un petit peu. Ça veut dire qu'il a pu aller à satiété. D'accord. On ne donne pas à boire non plus à un bébé au biberon de manière allongée. Il doit être quasiment en position semi-assise avec un biberon à l'horizontale. Et là, ça fait que bébé est acteur. Il n'est pas obligé d'avaler. Ouais. Il est C'est acteur, lui qui choisit. de sa succion. Quand il se détourne, ça veut dire qu'il a fini. S'il repleure un quart d'heure après, je peux lui reproposer parce qu'il avait peut-être besoin d'une petite pause. C'est aussi complètement possible. Exactement. Et je lui fais faire un row. S'il ne boit que 60 ml une fois et 210 une autre fois, c'est complètement normal et complètement OK aussi. D'autant plus pour un petit qui démarre. Après,
ça se stabilise souvent à peu près sur, sur une répartition des biberons. Mais c'est lui qui va faire cette stabilisation et cette répartition. Il y a vraiment pas de souci. L'idée, c'est il a besoin de dormir et de manger au plus proche de son réveil. Comme pour le sein, en fait. Hein. Oui. Je dors, je mange. Je dors, je mange. D'accord. Je dors, je mange. Et en fin de journée, je dors, je mange et je remange un dernier pour la route avant de partir pour ma nuit. Voilà. Et la nuit, je prends autant que j'ai besoin. S'il se réveille encore pour 1, 2, 3 biberons, vu le rattrapage qu'il a à faire, vous ne vous posez pas de questions. Et oui, on n'essaye pas de faire intervenir papa pour qu'il le rendorme sans alimentation. Là. Non, surtout pas. Non, pas là dans son cas. Et lui, quand il va arriver à stabilisation, là où il aura besoin, il va stopper ça tout seul, en fait. Parce que vous avez mis en place tout ce qu'il faut en termes de stratégie de sommeil autonome. Donc lui, tout ça, ça va s'équilibrer. Et si dans 2 mois, ça ne s'est pas équilibré, enfin, de toute façon, vous me donnez des nouvelles au fur et à mesure de comment ça se passe. Je vous enverrai les courbes. Voilà, et puis de l'équilibre qu'il prend. On peut même mettre en place un tableau de suivi, si vous voulez. Moi, ça m'intéresse de voir comment il évolue. On pourra peut-être un petit peu affiner, mais en soi, c'est très simple de mettre ça en place. Si vraiment vous dites à la nounou d'avoir en tête, on propose un gros biberon. Et puis il mange ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut. S'il termine ce gros biberon, j'enchaîne et je lui repropose 30 millilitres. S'il termine, 30 millilitres, 30 millilitres, etc. Bébé pleure, biberon. Ok. Et c'est lui qui va dire j'en veux pas. S'il en veut pas, c'est que c'était pas ça. Il a besoin d'aller dormir peut-être. Ouais, d'accord. Mes premiers réflexes, s'il pleure, ou s'il s'agite, ou s'il mange ses poings, ou s'il il est un peu grognon ou autre, je lui propose à manger. Ok. Et là, il peut tout rattraper vraiment hyper rapidement. D'accord. Ouais. Après, il faut espérer que j'arrive à produire assez le temps de... Parce que le problème, c'est qu'il prend du lait... Là, on est en train de trouver le lait, comme il est APLV. Comme il est peut-être APLV. Voilà, peut-être APLV. Les laits APLV, c'est pas très bon. Donc, pour le moment, on est obligé de faire un mélange, beaucoup de lait maternel et un peu de lait... Et si vous testiez, ça peut être comme ça, la réintroduction, vous testez de lui donner du lait classique. Ouais. Et vous voyez si vous avez un bébé hurlant. S'il s'agite plus ou... ouais. Ah bah, de toute façon, ça va être immédiat. Il va être hurlant. Soit vous allez avoir un bébé ultra apaisé, parce que là, moi, ce que je vous conseille, même avant le rendez-vous avec Fanny, c'est après chaque tétée, vous lui proposez un biberon. Ok. Et si vous avez un bébé qui s'apaise, qui, quand vous le posez dans le lit, n'est plus hurlant, bah là, et que vous lui donnez du lait classique, pédiatrique classique, bah là, il n'est pas APLV, il avait juste faim. Oui, tout simplement. Point. Et les choses s'apaisent. Ok. Et puis, bah, avec Fanny, vous mettez les choses en place petit à petit. Si vous lui donnez du lait classique après les tétées et que vous avez un bébé qui reste tendu, hurlant, qui régurgite beaucoup, un bébé qui, après la tétée ou après le bib, va régurgiter un peu, ça, c'est normal et c'est plutôt bien. Oui. Moi, je veux avoir un bébé qui, derrière, il a un trop plein, c'est bon. Voilà, et au petit rot, hop, ça ressort un peu. Ça, c'est super. Par contre, si pendant toute l'heure d'éveil, derrière, il vous fait plein de régurgitation avec du lait caillé ou autre, là, ok, vous arrêtez. Et puis que c'est un bébé qui, quand vous le posez dans le lit, ça va pas non plus, il est hurlant, il est encore plus agité qu'il ne l'est là. D'accord. Ok, là, il est APLV. Ouais. Vous vous posez pas de questions et vous passez à un lait, soit un lait hydrolysé en test. Et s'il reste agité, dans ces cas-là, c'est lait de riz. Oui, c'est ce qu'on a acheté. Ouais. Mais là, faites le test. Hein. Ça va être... Oui, d'accord. Ça met pas un mois à s'enlever. Ça met pas un mois, ça met 2 jours. Comme pour l'allaitement, où après, il faut attendre un mois pour que ça aille bien. 2 jours, voire même dans la journée. Donc, d'accord. C'est très simple à savoir. Je fais le suivi d'un bébé, de quelqu'un de connu en ce moment, qui lui est vraiment APLV. Et dès lors qu'on l'a détecté, il y a beaucoup de choses qui se sont apaisées pour son sommeil. Ça a été un bébé génial. Ils ont tenté la réintroduction. Direct. Ah bah. Ça s'est vu. Ah bah oui, c'est plus le même bébé en fait. Hein. Ok. Donc,
J'ai hâte d'avoir les nouvelles de J'espère que ça va être ça de tout et ça. qu'on puisse retrouver, surtout lui, des nuits, enfin nous aussi quand même, des nuits apaisées. Et Des puis, nuits, un quotidien ouais, apaisé. Vous allez avoir un bébé qui va pouvoir poser sa tête sur vous et être, enfin, en tout cas, être intention, ouais. moins tendu. Un bébé qui a les poings serrés, normalement, vraiment, parmi les éléments hyper importants, je le dis beaucoup, c'est qu'un bébé à la fin d'une tétée ou à la fin d'un biberon, il doit avoir les mains ouvertes. Oui, S'il a les mains fermées, c'est toujours. qu'il n'a C'est pas suffisamment ok. mangé. Ça, je C'est- l'avais vu, ouais. Et c'est vrai qu'il est souvent pas complètement relâché au niveau des mains. Et il a rarement des récutations de fin de tétée. Donc, Ouais. Et j'en profite du coup pour le grand. Pareil, ça peut peut-être servir à d'autres mamans. Mais est-ce que c'est Fanny aussi qui peut aider à une reprise de poids, on va dire, et de taille Là, ce serait mieux qu'on se fasse une consultation toutes les deux. Ok. Je pense, comme il a 2 ans, hein, c'est ça? Il a 2 ans, ouais. Ouais, non. Ça va plutôt être ensemble. Ok. Ouais. Vous l'allaitez toujours, le grand? Non, Non, ok. Non, il est plutôt, diversifié. ouais, plutôt ensemble. Ça vaudrait le coup de la filmer, ou peut-être on l'enregistrera en distanciel. Mais oui, plutôt ensemble. Ouais. D'accord. Euh, et oui, on peut peut-être jeter... Ah non, on peut pas jeter un œil. Il faut qu'on... Est-ce Mais que- on pourra en discuter avec plaisir. Oui, comment vous vous sentez, vous, à la fin de cette consultation? Eh ben, déjà, je suis encore une fois très contente de vous avoir rencontré. Moi aussi. Et puis, je vous remercie pour tout le travail que vous faites parce que vraiment, je pense que ça aide. Enfin, nous, ça nous a beaucoup aidé. Ça va certainement encore beaucoup nous aider et j'imagine beaucoup d'autres parents. Et puis, quand même contente parce que je me dis si c'est que, entre guillemets, la fin, c'est quelque chose qui se règle normalement facilement. Ouais, bah On ouais. a fait le plus dur. Ouais, complètement. Et puis voilà, si on a mis le doigt sur cette chose-là et qu'on peut aider notre petit et que tout rentre dans l'ordre, Ouais. ça sera un apaisement général de la famille. Oui, j'ai hâte que vous nous fassiez un petit message. Vous pouvez faire un petit message face cam aussi, si vous Oui, voulez. On pourra avec le plaisir. mettre à la fin de la vidéo quand elle sera diffusée. Avec le petit Victor, Ouais. qui remplira bien son 6 mois déjà. Donc je vous montre les produits à Oulette. C'est trop mignon en plus. Il y a la petite chaussette à Oulette. Donc que vous lui mettez au pied. Oui, ça marche très bien. Quand il s'énerve trop, ça bip. Hop. Vous avez déjà eu des alertes ou... Oui, quand il a pleuré un peu trop fort et qu'il est sur le ventre, je pense que peut-être, je sais pas, il perd en oxygénation ou quoi, et du coup, ça bip et ça marche très bien, ouais. Ouais. Autant sur la base que sur le téléphone, donc... Vous n'avez pas de problème d'échauffement un petit peu au niveau du pied? Non, je Non. vérifie un peu. Alors moi, je mets de la crème un peu hydratante sur le pied par prévention, parce que je me dis pour les frottements et tout ça, Ouais. mais... Ah bah super, très mais bien. sinon... Ça peut être pas mal aussi de changer de pied Oui, il si faudrait. besoin. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas de souci, c'est très bien. Donc c'est une petite chaussette qu'on met autour du pied, autour de la cheville pour bébé. Et puis on a la fameuse caméra qui va venir du coup détecter les cris et les pleurs et la température de la chambre. Et puis vous avez une application sur le téléphone. C'est la base, ça se met du coup dans la chambre des parents ou... C'est ça qui va biper. C'est ça qui donne ouais. l'alerte. Ok. Donc c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir le téléphone forcément allumé, Ok. la nuit par exemple. Ah, génial. Et c'est vert quand tout va bien, et dès que ça va pas, il y a différents sons et différentes couleurs. Ok. Génial. Ouais, très pratique. Génial. Moi, je sais que toutes les familles qui l'ont sont vraiment ravies, très, très apaisées aussi. Et c'est pas rien de se sentir en sécurité, de sentir notre bébé. Oui, c'est un stress en moins. Ouais. Bon, merci beaucoup Merci à vous. pour ce temps et d'être venu jusqu'ici, d'avoir fait le important. voyage. C'est important pour nous, donc... À bientôt. Merci. Bonjour l'équipe Dodo, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre et je viens vous donner quelques nouvelles donc, suite au podcast qu'on a fait ensemble avec Caroline. Donc, comment ça a évolué pour Victor depuis? Donc, on a eu pendant 2 bonnes semaines après le podcast des nuits encore un peu chaotiques, c'est-à-dire un premier cycle qui était assez long et ensuite le premier réveil jusqu'à 5-6 heures du matin, beaucoup de réveils, parfois toutes les heures ou parfois toutes les 2 heures, mais voilà. Donc des cycles, des nuits assez chaotiques.
Ce qu'on a fait sur ces 2 semaines, donc il y a eu déjà le début de la nounou pour Victor, donc un ralentissement aussi de l'allaitement et une accélération, on va dire, de la prise des biberons. On a vu Fanny en urgence comme conseillée par Caroline, ce qui a été d'une grande aide puisque pour la partie allaitement, ça m'a permis elle m'a donné des conseils pour relancer la lactation. Elle nous a donné des conseils également sur le biberon en regardant la succion de Victor, une vidéo qu'on lui avait envoyée. Donc on a changé de biberon et ça a pas mal aidé la prise du biberon pour Victor. Et également, elle nous a donné des exercices de succion pour aider Victor là-dessus. Elle nous a aussi aidé sur un petit peu le plan de sevrage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Victor prend bien ses biberons, il les accepte et on a pu augmenter les quantités depuis quelques temps. Donc là, depuis 2 semaines, ça va quand même nettement mieux. Si on ne compte pas les 2 dernières nuits où je pense qu'il fait ses dents, donc pas forcément représentative, mais ça va quand même nettement mieux. On est plus sur 2 réveils, voire 3 réveils par nuit. Donc un premier réveil alimentaire, même 2 premiers réveils alimentaires et puis un troisième qui est pas tout le temps là et qui est sur le coup des 5h30 du matin quand il arrive, où là je pense que c'est plus une baisse de mélatonine. Voilà, donc on est quand même content, nos nuits sont pas encore complètement réglées, mais ça va mieux et on est plus serein. Victor aussi, notamment sur la prise des biberons. Et la courbe de poids a repris, en tout cas elle arrête de chuter, elle n'a pas réaugmenté, mais elle a repris son couloir initial. Et on a rendez-vous demain pour ses 5 mois, donc on verra ce qu'il en est. Merci.